Et le film, il passe normalement à 2010. C'est pour ça que 2010. j'ai ajouté 2 fois dans les radios, on parle du budget d'État de 2010. Parce que, en fait, on a commencé à écrire le scénario en 2013, il y a beaucoup d'années. Et là, c'était toujours dans le cadre du temps. Et avec les années où on a cherché de l'argent pour faire le film, c'était un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de... Voilà, pour les films, normalement, ils passent à 2010. D'accord. Et alors, quelle a été justement l'importance, le rôle de Valérian dans le projet, dans le scénario, dans le film, ça se voit, elle joue beaucoup, mais... Enfin, elle s'investit beaucoup, mais... Et c'est Valérie qui sauve les films. Non, on a développé le projet ensemble, on a écrit un traitement ensemble, voilà. Et après, moi, je suis parti écrire le scénario, mais elle était toujours là, on a beaucoup échangé. Et en plus, ce que Valérie amène comme comédien, je pense que ce comédien, c'est énorme, ça veut dire, de mon point de vue. Et je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui peuvent faire ce rôle d'une femme qui est à la fois une écrivain, disons, pas célèbre, mais établie, très sérieuse, parisienne, et à la fois très romantique, presque pathétique. Elle est d'accord de participer à cette aventure un peu imaginaire. Mystérieuse. Oui. Très mystérieuse. Et évidemment, Valérie, avec toute cette fragilité, richesse de... Non, mais... Oui. Moi, je l'adore depuis des années comme comédienne et comme réalisatrice. C'était pas dans le scénario, l'animation, mais on a cherché un moyen de... D'abord, très simplement, de faire vivre le passé. Et en plus, peut-être ça exprime un peu ce qu'on sent quand on lit un livre, on imagine, après on imagine, c'est dans nos têtes, imaginer ce qu'on lit. C'est Sariel, l'animateur, qui a proposé ou qui a créé cette brume qu'on a, et les petits traits qui sont autour, et ça, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est magnifique. Ça crée une sorte d'ambiance. C'est un personnage, Bernier. Oui. Bon, c'est pas un choix évident. Ça veut dire c'est la directrice de casting Marion qui a proposé. Et au début, parce qu'il est plutôt connu comme comédien pour la comédie, quoi. Il a fait beaucoup de choses. Voilà. Mais il a une sorte de fragilité qui est, moi, je trouve très touchante dans le film. Alors, et justement, en plus, l'histoire de Turin est centrée sur un suicide. Oui, bien sûr. Bien sûr, on pense que Primo Levi s'est suicidé. Il y a toute une polémique autour de ça. Alors aujourd'hui, il y a moins de polémique, mais moi j'étais toujours intrigué par... D'abord, j'ai lu Primo Levi évidemment comme un adolescent en Israël, et ça m'a... Ce qu'elle dit, Valéria ou Anna, que c'est Primo Levi qui l'a raconté l'histoire du camp, ça c'est vraiment pour moi les mêmes choses. Et son suicide m'a toujours... C'était une histoire qui m'a intrigué. Est-ce qu'il a suicidé, etc. Il y a plusieurs... Je suis un peu attiré par les suicides, je pense. Alors oui, mais votre personnage, il est sévèrement attiré par la mort, quand même. Les squelettes, oui, tout à fait. La Shoah qui plane tout le temps, il est en plein dedans, quand même. Oui, j'imagine... Cette histoire de squelette dans le désert, là, expliquez-nous. Alors ça, c'est une histoire vraie, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé un squelette dans le désert. J'étais un guide du désert dans ma jeunesse. J'habitais dans une petite ville dans le désert israélien. Et je trouvais un vrai squelette. La police n'était pas intéressée. C'est vraiment l'histoire. Et Valérie, quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit « Ah, mais ça doit être dans les films. Je ne sais pas pourquoi, comment, c'est quoi la métaphore, mais il faut le mettre dans le film. » Ça, c'est aussi la façon de penser de Valérie. Elle est très intuitive. Et donc, on l'a mis dans le film et je suis allé chercher les vrais crans pour le mettre dans le film. Qui peut-être, c'est pas tout à fait moral, mais
Et je peux pas dire que je comprends pourquoi elle est là. Mais Germaine, d'ailleurs, la comédienne, en fait, c'est la seule. Elle a une histoire très particulière. Elle est née à Paris à 42. Et son père était déporté. Elle a passé 3 ans, je pense, au sud de la France pour se cacher. Et sa mère est restée à Paris. Et après, elle a perdu sa mère. Elle a vraiment vécu l'histoire. Et quand elle fait la scène du procès, moi, je trouve ça magnifique. C'est une sorte de boucle qui est... Oui, oui. Pour moi, ça représente peut-être deux choses. C'est les cas personnels des enfants qui sont souffert de ce silence. Et aussi, peut-être ça exprime ce sentiment que moi, en fait, c'est une chose incompréhensible. Ça veut dire, on peut lire tout, on peut connaître les histoires, on peut regarder des films, les zones d'intérêt, là, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. Mais on va jamais arriver de vraiment comprendre ce qui s'est passé, quoi. Comment une chose pareille. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer, disons. Voilà. Oui, ça va plus loin, je trouve, quand même, parce que il y a aussi le fait que ces gens-là ne peuvent pas raconter à leurs enfants, oui. Ou alors par tout petit bout, comme ça, mais c'est intenable de raconter ça à son enfant. Oui. Et j'ai regardé, oui, la scène est inspirée par une vraie scène j'ai regardé beaucoup d'archives du procès d'Emianiouk qui s'est passé en Israël à 87. Et là, il y avait une scène à peu près comme ça, où il y a un témoin, un vieux témoin, qui est vraiment torturé par l'avocat. Et dans le vrai procès, il commence à pleurer, c'est un témoin, et il regarde son fils, je pense, qui est dans la salle, et il lui dit « Pardon, je suis désolé que tu dois voir ça. » Et ça, voilà, ça m'a... Parce que c'est les procès d'Emianiouk, je ne sais pas si... c'est pas tellement connu, mais c'était un procès où... c'est devenu une sorte de bataille des avocats autour de détails vraiment techniques, quoi. La carte d'identité, ça veut dire la mémoire de la Shoah est devenue presque... c'était horrible, quoi. C'est des histoires juridiques, quoi. Oui, voilà, ça s'est transformé en une histoire juridique, contrairement, disons, au procès Eichmann des années 60, où c'était vraiment l'occasion de raconter les histoires. La vérité, c'est que pendant 2 ans, on a travaillé sur une version de scénario où c'était elle. Et elle a dénié l'histoire. Mais ça n'a pas marché. Et puis ça veut dire, c'est le producteur israélien, en fait, qui m'a dit un jour. Mais pour moi, c'est pas une histoire sur la mémoire, c'est une histoire sur l'imaginaire. Oui. Et c'était difficile pour moi d'accepter au début parce que ça rend les personnages de Horry un peu presque fous, quoi. Bon, il est pas loin quand même. Voilà, pas loin. Mais ça me parle beaucoup en même temps parce que quand on écrit ou même quand on lit, j'imagine, ça veut dire parfois, on n'est pas loin de passer la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Ça veut dire, par exemple, quand j'imagine que c'est beaucoup de scénaristes, quand il écrit, il est tellement dedans qu'on commence à vivre les... Oui, mais lui, alors, Horry, il raconte les livres de Hannah, en fait. Il lui raconte ses livres. Oui. Le coup du oui, tout à fait, voilà. Donc il raconte... Peut-être il ne faut pas le dire dans l'interview parce qu'on raconte la fin. Mais c'est vrai qu'il plonge... il va trop loin, disons, avec la... Et on peut se dire que rien ne s'est passé à Turin, mais tout s'est passé dans les livres de Hannah. Ou oui, et dans son imaginaire à lui. Mais ce qui est beau, je trouve, moi, c'est que... Elle est d'accord de participer, ça veut dire d'une certaine façon l'imaginaire devient plus beau que la réalité.